Je tenais une assiette en carton avec des cupcakes à moitié mangés quand la voix de ma mère a percé les rires et le cliquetis des gobelets en plastique. Elle se tenait près de la table des cadeaux de naissance, une coupe de champagne à la main, souriant doucement en prononçant une phrase qui m'a transpercé l'estomac devant une salle pleine de familles et d'inconnus. « Au moins, ce bébé a un père », a-t-elle dit d'une voix douce comme de la soie mais tranchante comme du verre. Quelques personnes ont ri nerveusement. D'autres se sont tues. Nos regards se sont croisés un instant. Et je l'ai vue. La froide satisfaction qu'elle arborait toujours quand elle pensait m'avoir remise à ma place. Avant même que je puisse réagir, ma tante Denise, la sœur de ma mère et sa complice de toujours dans cette guerre passive-agressive, a ri et ajouté, contrairement à l'enfant illégitime de sa sœur. Sa voix était assez forte pour que tout le monde l'entende. Je me suis figée. L'assiette en carton dans ma main s'est pliée sous la pression. Je ne pouvais plus respirer. J'étais paralysée. Mon fils Élie, 9 ans, était juste derrière moi, tout excité, près du bol de punch, le petit sac cadeau qu'il avait choisi lui-même à la main. Il a tout entendu, et avant même que je puisse cligner des yeux, avant même que je puisse me ressaisir, il est passé devant moi, le sac à la main, droit vers ma mère. « Mamie », a-t-il dit d'une voix assurée, ses petits doigts serrant fermement le sac. « J'ai quelque chose pour toi. Papa m'a dit de te l'offrir. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je m'appelle Zara. J'ai 28 ans. Je suis mère célibataire et j'élève mon fils, Élie, seul depuis sa naissance. Son père, Jordan, est décédé 1 an après la naissance d'Élie. Des complications liées à une maladie cardiaque apparue subitement. Il est décédé pendant une opération qui devait être de routine. Nous étions jeunes. Nous avions peur. Mais nous nous aimions. Et quand il est mort, une partie de moi est partie avec lui. Depuis, il n'y a plus que moi et Élie. On a tout traversé ensemble. Les déménagements, les galères, les nuits blanches, les vêtements de seconde main, les genoux écorchés, les rires dans les petites cuisines. Il est mon univers, et j'ai tout fait pour lui offrir une vie remplie d'amour, même quand mon propre cœur était brisé à jamais. Mais ma famille n'a jamais vu les choses ainsi. Ils voyaient une fille tomber enceinte trop jeune. Une fille qui avait fait une erreur. Une fille qui aurait dû faire mieux. Surtout ma mère, Marlène. Elle ne m'a jamais pardonné de ne pas m'être remariée après la mort de Jordan. De ne pas avoir lavé le déshonneur que, selon elle, j'avais jeté sur son nom. Pour elle, être mère célibataire, c'est pire qu'être veuve. C'est une faiblesse. C'est un échec. C'est la preuve que je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Comme ma petite sœur, Chiara. Chiara, la chouchoute. Celle qui a attendu. Celle qui s'est mariée. Celle qui nous a invités, Élie et moi, à sa fête prénatale avec une adorable petite invitation. Tante Zara et cousin Élie. Je me souviens d'avoir tenu cette invitation dans ma main, pleine d'espoir. Peut-être que cette fois, les choses seraient différentes. Peut-être que le passé resterait le passé. Peut-être que nous serions traités comme une famille. Nous sommes arrivés à la fête prénatale avec une couverture faite main, que j'avais cousue pendant 3 nuits blanches, et un livre qu'Élie avait choisi lui-même, « Je t'aimerai toujours », car il voulait que sa petite cousine sache aimer sa maman. Mais tout cela n'a plus compté dès que ma mère a ouvert la bouche. 2 phrases ont suffi, 2 remarques cruelles et calculées, l'une de ma mère, l'autre de sa sœur. Et à cet instant, je me suis sentie plus petite que je ne l'avais été depuis des années. Mais mon fils, lui, ne s'est pas senti ainsi. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas bronché. Il ne s'est pas caché. Il s'est levé. Il a marché. Il a parlé. Et ce qu'il leur a offert, ce qu'il leur a offert à tous, était quelque chose d'inattendu. Ce jour-là, ma famille a essayé de me faire honte. Mais Élie m'a rappelé qui je suis vraiment. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le matin de la fête prénatale de ma sœur avait commencé comme n'importe quel autre samedi. J'ai préparé des crêpes pour Élie, même si j'avais à peine dormi la nuit précédente. Il était surexcité, posant des centaines de questions sur le prénom du bébé, s'il pourrait le prendre dans ses bras et si nous pourrions rester assez longtemps pour manger du gâteau. J'ai souri tout du long, hochant la tête, riant, essayant d'être présente, mais j'avais l'estomac noué. Je ne voulais pas y aller. Je n'avais même pas voulu confirmer ma présence. Quand l'invitation rose pastel et or est arrivée dans ma boîte aux lettres 3 semaines plus tôt, je l'ai longuement dévisagée.
L'enveloppe était adressée à Zara et Ellie, écrite de la main de Chiara, d'une belle écriture cursive. C'était gentil, attentionné, peut-être même sincère, mais je savais qu'il ne fallait pas croire que j'étais la bienvenue simplement parce que j'étais invitée. Mes relations avec ma famille ont toujours été compliquées. Ma mère, Marlène, nous a élevés d'une main de fer et d'une langue acérée. Les apparences comptaient plus que tout. Réputation, ordre, respectabilité. Chiara a appris très tôt à jouer à ce jeu. Je n'ai pas pu. J'étais la rebelle, celle qui contestait ses règles, celle qui était tombée enceinte à 19 ans et l'avait humiliée devant toute l'église. Même après la mort de Jordan, je n'ai jamais eu droit à la moindre compassion. Pas d'étreinte, pas de plat préparé. Pas un simple « Comment vas-tu ?» Juste des condoléances à demi-mot, des regards en coin, et finalement le silence. Pourtant, je suis venue parce que Chiara me l'avait demandé. Parce qu'Ellie voulait être là. Parce qu'une partie de moi, peut-être la plus naïve, la plus pleine d'espoir, pensait que peut-être, juste peut-être, ce serait le début de quelque chose de différent. Nous avons passé la nuit précédente à emballer les cadeaux. Ellie a choisi un livre pour bébé à la librairie, « Je t'aimerai toujours ». J'avais pleuré la première fois que je le lui avais lu, quand il était petit. Il a dit « Je pense que ce bébé devrait savoir aimer sa maman ». Je ne sais pas comment un enfant de 9 ans peut être aussi attentionné, mais il a toujours été. J'ai aussi passé 3 nuits à coudre une couverture pour bébé. En polaire douce avec des petits canards. Neutre, mignonne et chaude. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était faite main avec amour. Et je savais que Chiara l'apprécierait. Elle a toujours apprécié les choses que je faisais, même si notre mère ne les appréciait jamais. La fête avait lieu dans une salle communale juste à la sortie de la ville. Nous sommes arrivés dans ma vieille Toyota et Ellie a attrapé le sac cadeau à 2 mains, en faisant attention de ne pas le plier. Ses petites baskets crissaient tandis qu'il courait vers la porte devant moi. Quand nous sommes entrés, la première chose que j'ai vue, c'est à quel point tout était magnifique. Des ballons dorés, des guirlandes délicates, des petits cupcakes avec un glaçage rose, des tables recouvertes de confettis scintillants et des vases remplis de fleurs fraîches. Il y avait même une banderole qui disait « Bienvenue, bébé Amara ». J'ai eu la gorge serrée. C'était magnifique. C'était le cas. Et pendant une seconde, je me suis autorisée à croire que nous pourrions passer une bonne journée. Chiara nous a accueillis avec une grande accolade. Elle était radieuse. Son ventre était bien rond. Et elle rayonnait d'une manière que je n'avais jamais connue pendant ma grossesse. Non pas que je ne le pouvais pas, mais parce que je n'avais pas le droit de me sentir belle. Ma grossesse était perçue comme une tâche, pas comme une fête. Je n'avais pas droit à des fêtes ni à des cadeaux. Je n'avais pas droit à la joie. Mais j'étais heureuse pour elle. Honnêtement, je n'ai jamais envié la vie de ma sœur. Pas vraiment. J'aurais juste aimé ne pas me sentir comme un fantôme dans son monde. Nous avons trouvé une table vers le fond. Ellie a été immédiatement attirée par la table des encas, surtout par le punch. Je l'ai aidée à se servir un verre et nous sommes restés là un moment, à observer les gens. Je sentais les regards, les sourires furtifs qui n'atteignaient pas les yeux. J'y étais habituée. Cela ne m'a pas surprise. Mais ce qui m'a surprise, c'est qu'Ellie ne semblait pas le remarquer. Ou peut-être qu'il le remarquait et qu'il s'en fichait. Il a ri quand quelqu'un avait fait un animal en ballon. Il a fait un signe de la main à Chiara quand elle est passée. Il serrait ce petit sac cadeau entre ses mains comme s'il contenait quelque chose de sacré. Et peut-être que c'était le cas. Il y avait glissé quelque chose que je n'avais pas encore vu. Quelque chose qu'il disait vouloir offrir à grand-mère. Je n'ai pas demandé ce que c'était. J'ai imaginé que c'était un dessin, peut-être un petit mot. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Mais j'allais bientôt comprendre que ce cadeau n'était pas que du papier et de l'encre. C'était la vérité. Et elle allait bientôt faire voler en éclats des décennies de honte comme une allumette dans l'herbe sèche. Je me souviens avoir regardé ma sœur ouvrir ses cadeaux un à un, rayonnante sous la douce lumière de la pièce, son rire résonnant contre les murs. On applaudissait les petits vêtements, on s'extasiait devant les tétines en forme d'animaux, et on s'émerveillait devant les gâteaux de couches emballés dans du ruban de satin. Et puis ce fut notre tour. Chiara a tiré notre sac cadeau vers elle. Elle a souri en sortant la couverture pour bébé, celle que j'avais passé 3 nuits à coudre, les doigts endoloris et raides à la fin. Elle l'a dépliée. Accourue, elle posa sa main sur la douce polaire et leva les yeux vers moi avec une chaleur sincère.
Zara, c'est magnifique, dit-elle. Puis elle prit le livre qu'Ellie avait choisi. Je t'aimerai toujours. Oh, celui-ci me fait pleurer à chaque fois, dit-elle en le brandissant. Merci, Ellie. Des applaudissements polis et discrets s'élevèrent. Une femme murmura même, c'est mignon. Mais ce moment fut de courte durée, car ma mère se leva, un verre de champagne à la main et le sourire de celle qui garde toujours ses meilleurs atouts pour le dessert. Elle s'éclaircit la gorge. Avant de continuer, dit-elle, je voulais juste dire combien je suis fière de Chiara. Sa voix était mielleuse et forte, ses mots lents et posés. Elle fait tout bien. Elle a attendu. Elle a construit un foyer. Elle a épousé un homme bien. Et maintenant, elle donne naissance à un bébé dans une famille stable avec 2 parents, comme il se doit. Il y eut des hochements de tête approbateurs, quelques applaudissements. Certaines personnes étaient sincèrement d'accord. D'autres semblaient hésitants. J'ai senti la première vague de honte m'étreindrisser la poitrine. Mes doigts se sont crispés sur le bord de la table. Puis le couteau est apparu. Au moins, ce bébé a un père, a-t-elle ajouté en me fixant droit dans les yeux. Mon cœur s'est arrêté. J'ai détourné le regard, feignant de ne pas l'entendre, faisant comme si je ne saignais pas intérieurement, mais elle savait que j'avais entendu. Tout le monde avait entendu. Et comme si cela ne suffisait pas, ma tante Denise a laissé échapper un rire strident et aigu et a ajouté, contrairement à l'enfant illégitime de sa sœur. Le mot a résonné dans mes oreilles. Bâtard. Ce fut comme un coup de massue. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai senti tous les regards se poser sur moi, puis se détourner aussitôt. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a défendu. Ni Chiara, ni ma cousine, pas une seule âme. Et le pire, c'est qu'Ellie a tout entendu. J'ai senti son petit corps se raidir à côté de moi. Je me suis tournée vers lui. Ses sourcils étaient froncés, ses lèvres pincées. Il ne disait rien, mais je voyais bien les questions se former dans sa tête. Pourquoi grand-mère dirait-elle ça? Pourquoi tante Denise rit-elle? Pourquoi tout le monde nous regarde comme ça? J'avais du mal à respirer. La pression dans ma poitrine était insupportable et j'avais l'impression que ma gorge se serrait. J'étais humiliée, mais surtout, j'étais furieuse. Furieuse de la facilité avec laquelle ils avaient réduit mon fils, mon garçon brillant, gentil et magnifique, à une simple insulte. J'avais envie de hurler. J'avais envie de sortir en trombe. J'avais envie de prendre le micro et d'énumérer tous les sacrifices que j'avais faits pour élever Ellie seule. J'avais envie de leur raconter comment Jordan, son père, était mort en essayant de survivre à une maladie que personne n'avait vu venir. J'avais envie qu'ils suffoquent sous le choc de la vérité. Mais je n'ai pas dit un mot, car je savais que si je parlais, ils interpréteraient cela comme une nouvelle crise de colère. Un autre signe que j'étais émotive, instable, dramatique. Je suis restée assise là, comme anesthésiée. Et puis j'ai vu Ellie se lever. Il prit le petit sac cadeau qu'il avait mis de côté depuis notre arrivée, celui où il avait écrit « Grand-mère » de sa grosse écriture d'enfant de 9 ans. Instinctivement, je tendis la main vers lui. « Mon chéri, non », murmurai-je, mais il secoua doucement la tête, les yeux rivés sur ma mère. « J'ai quelque chose pour toi, grand-mère », dit-il en s'approchant d'elle. « Papa m'a dit de te donner ça. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Marlène cligna des yeux, perplexe. Elle posa son verre de champagne et prit le cadeau. Dans ce sac se trouvait quelque chose dont j'ignorais même l'existence. Quelque chose que Jordan avait laissé derrière lui. Et dans les instants qui suivirent, tout allait basculer. Je regardais Ellie traverser la pièce comme si le poids du monde ne pesait pas sur ses frêles épaules. Le dos droit, le menton relevé, le pas assuré. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine les murmures qui commençaient déjà à se répandre dans la salle de la fête prénatale. C'était un petit garçon de 9 ans, petit pour son âge, avec des cheveux bouclés qui ne tenaient jamais en place et un regard trop sage pour quelqu'un qui réclamait encore des guimauves en plus dans son chocolat chaud. Il n'aurait pas dû avoir apporté ce moment, mais il était là, devant ma mère, sa grand-mère, tendant un petit sac cadeau blanc orné d'un ruban rouge, aussi calme que s'il lui offrait un biscuit. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. « Papa m'a dit de te donner ça. » Ses sourcils parfaitement dessinés se levèrent légèrement. Elle regarda le sac comme s'il allait la mordre. Puis elle me jeta un coup d'œil, froide, confuse, peut-être même nerveuse. Je ne bougeais pas.
Je ne pouvais pas. Mon corps était figé, mais tous mes nerfs étaient en ébullition. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans ce sac. Nous avions préparé le cadeau de naissance ensemble, le livre, la couverture, mais ce sac, c'était Ellie qui l'avait préparé tout seul. Il m'avait dit que c'était une surprise. J'imaginais que c'était un dessin ou peut-être une lettre, quelque chose d'innocent et de doux. Je n'y avais pas prêté attention, car, honnêtement, je n'y avais pas vraiment prêté attention. Maintenant, je comprenais que j'aurais dû, car quoi que ce soit, ce n'était pas seulement pour grand-mère. C'était un message. Ma mère prit le sac de sa main et en sortit 2 objets. Le premier était une photo encadrée. Elle la fixa un instant, perplexe, puis ses lèvres se pincèrent. La photo représentait Jordan, le père d'Ellie, et moi. Elle avait été prise quelques semaines seulement avant son opération. Nous étions assis dans l'herbe d'un parc, nos mains entrelacées sur mon ventre arrondi. J'avais 19 ans. Il en avait 21. Il y avait tant d'amour sur cette photo. C'était douloureux à regarder. Et sous la photo, soigneusement pliée en 2, se trouvait une lettre, non pas d'Ellie, mais de Jordan. Elle l'ouvrit lentement, et je la vis parcourir la page du regard. Je vis une lueur dans son expression. Du malaise, peut-être même de la culpabilité. Ce fut bref, mais je l'ai perçu. Cette lettre, Jordan l'avait écrite avant son opération, au cas où. J'ignorais qu'Ellie l'avait. Je me souvenais à peine de son existence. Il avait dû le trouver dans la boîte à chaussures où je gardais de vieilles lettres et des photos. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Je n'y arrivais pas, mais mon fils, lui, l'avait fait. Et d'une manière ou d'une autre, il avait su que ce moment précis était le bon. Ma mère lisait en silence, mais j'imaginais chaque mot. Jordan avait écrit combien il était fier de moi, combien il avait peur de ne pas revenir, mais aussi combien il était certain que je serais une mère formidable, quoi qu'il arrive. Il appelait Ellie notre miracle. Il me disait que peu importe le jugement du monde, je ne devais jamais oublier que j'étais assez, plus que suffisante, et que quiconque me faisait croire le contraire se trompait. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas de la colère. C'était pur. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu les gens dans cette pièce s'arrêter et me regarder différemment. Personne n'a dit un mot. Même tante Denise, la reine des remarques condescendantes, est restée muette. Alors Ellie, mon petit garçon, a regardé ma mère droit dans les yeux et a dit « Il m'aimait. Il aimait maman. Ça veut dire que je ne suis pas une erreur. » Il n'y avait ni colère ni honte dans sa voix, juste la vérité. Et à cet instant, l'atmosphère a basculé. Non pas de façon bruyante et explosive, mais d'une manière calme et indéniable. Ma mère a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Elle est restée là, tenant une lettre du gendre qu'elle n'avait jamais reconnue. Forcée d'affronter la réalité qu'elle avait feint d'ignorer pendant près de 10 ans. Ellie s'est retournée et est revenue vers moi. Je me suis agenouillée et je l'ai serré si fort dans mes bras que j'ai cru que je ne le lâcherais plus jamais. Je n'avais pas besoin de me défendre. Il l'avait déjà fait pour moi. Cet instant, ce geste simple et courageux, a fissuré la façade que ma mère avait érigée autour de moi pendant des années. Et même si elle ne s'est pas effondrée immédiatement, elle n'avait plus le contrôle. Ma mère restait là, tenant toujours la lettre et la photo, comme si elle ne savait plus quoi faire de ses mains. Et peut-être était-ce le cas. Pour la première fois, je me souvenais de Marlène. Ma mère paraissait si petite. Faible, impuissante, prise au piège, fixant une vérité qu'elle ne pouvait changer. Cette pièce aux décorations pastel, où régnait l'atmosphère des intrigues familiales, était devenue complètement silencieuse. Je sentais le malaise. Les gens étaient mal à l'aise, hésitant entre me regarder et détourner le regard. Ma tante Denise serrait les lèvres si fort qu'elles en étaient blanches. Elle essayait de jeter un coup d'œil à ma mère, attendant une plaisanterie, un haussement d'épaules désinvolte, quelque chose pour balayer la situation d'un revers de main, comme toujours, mais rien ne vint. La photo tremblait légèrement dans sa main. C'était une image nette. Le sourire de Jordan, chaleureux, juvénile, plein de vie, la fixait. Mon propre visage, plus jeune, à côté de lui, débordant d'amour, ignorant tout du drame qui allait suivre. Elle savait exactement qui il était. Elle venait de choisir de l'effacer. Jordan ne correspondait pas à son idéal masculin. Il n'était pas riche. Il n'avait pas reçu une éducation religieuse.
Il était gentil, doux, musicien, et croyait davantage au rêve qu'à l'argent. Il m'avait tenu la main lors de mes consultations prénatales, avait composé des berceuses pour mon ventre qui s'arrondissait et avait pleuré la première fois qu'il avait entendu le cœur d'Élie battre. Mais à ses yeux, cela ne comptait pas, car il était mort, car nous ne nous étions pas mariés, car nous n'avions pas respecté ses règles et parce que je ne m'étais pas remariée avec quelqu'un de plus acceptable. Après cela, elle avait décidé que son amour et mon fils n'avaient aucune importance. À présent, elle se trouvait face à une lettre qui prouvait que son récit était un mensonge, et tout le monde l'avait vu. J'ai observé ma cousine Kayla baisser lentement son téléphone, avec lequel elle filmait, non par méchanceté, mais par instinct. Elle a chuchoté à son amie. « Tu as entendu ce que ce petit garçon vient de dire ?» Un autre invité, près de la table du punch, a murmuré. C'était poignant. Même Chiara, ma sœur, pleurait. Pas des sanglots, pas de façon théâtrale. De simples larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'elle restait assise, les mains sur les genoux, fixant sa mère d'un regard indéchiffrable. De la déception, peut-être, ou simplement une prise de conscience. Puis Élie, toujours à mes côtés, prononça ces mots assez forts pour que toute la pièce les entende. « Mon père est mort, mais il a existé et il m'aimait. Et ma mère, c'est tout ce qui compte. » Des mots simples, sans fioritures, mais qui étaient pourtant essentiels. Et la façon dont il les a prononcés, sans honte, sans peur, a fait naître en moi une émotion intense. Je me suis levée lentement, en époussetant les miettes collées à mes genoux. Mes mains tremblaient, mais cette fois, je ne l'ai pas cachée. J'ai regardé Marlène. Elle n'avait toujours pas bougé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de la mettre à l'aise. Je ne me suis pas excusée pour le silence gênant. Je ne me suis pas effacée. Je n'ai pas cherché à détendre l'atmosphère par un sourire ou une plaisanterie. Je suis restée là, droite, visible, entière, et j'ai dit, « Tu ne parleras plus jamais de mon fils comme ça. » Elle a cligné des yeux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Peut-être pour protester, peut-être pour se défendre. Mais j'ai continué. Tu l'as ignoré parce que tu détestais la façon dont il est venu au monde. Mais tu as oublié une chose. Il n'a rien demandé. Nous l'avons choisi. Son père l'aimait. Je l'aime. Ce n'est pas une erreur. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je ne criais pas. Ma voix n'était pas forte, mais ce n'était pas nécessaire. La vérité n'avait pas besoin d'un mégaphone. J'ai pris la main d'Élie. Il l'a prise sans hésiter. Puis je me suis tournée vers Chiara. « Félicitations, ai-je dit doucement. J'espère vraiment que ton enfant est entouré d'amour. De toutes sortes d'amour. Même celui qui ne rentre pas dans des cases. » Elle a hoché la tête. Elle a essayé de parler, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Nous sommes sortis ensemble, main dans la main, sous le regard de tous les passants. Non par pitié ou par curiosité, mais pour une autre raison. Du respect. Personne ne nous a arrêtés. Pas même ma mère. Et tandis que nous foulions le soleil après la fête prénatale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, la paix. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est déroulé dans le silence, mais sans pesanteur. Élie était assis à l'arrière, fredonnant un air, les jambes ballantes, le regard perdu par la fenêtre. Je le regardais sans cesse dans le rétroviseur. Ce petit être qui, d'une manière ou d'une autre, portait le poids de la honte générationnelle sans se laisser abattre. Arrivé à notre résidence, j'ai garé la voiture et suis restée assise là, moteur éteint, la main toujours sur le volant. « Tu es fâché que j'ai donné la lettre à grand-mère ?» a-t-il demandé doucement. Je me suis retournée vers lui. « Fâché, ai-je dit. Non, mon chéri. Je ne suis pas fâché. » Il a baissé les yeux. Je n'aimais pas ce qu'elle avait dit. Je voulais qu'elle sache que mon père existait vraiment. Les larmes me sont montées aux yeux avant même que je puisse les retenir. J'ai tendu la main et caressé sa joue. Tu as fait preuve d'un courage incroyable. Je suis si fière de toi. Et je le pensais vraiment. Pas seulement pour ce qu'il avait fait, mais aussi parce qu'il m'avait rappelé quelque chose que j'avais oublié. Je n'étais pas brisée. Je n'étais pas diminuée. Je n'étais pas définie par ceux qui étaient restés, ceux qui étaient partis ou ceux qui étaient morts. J'étais définie par la vie que j'avais construite. Bref, le lendemain, j'ai retrouvé la boîte à chaussures d'où Élie avait pris la lettre et la photo. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années.
Elle était rangée au fond de mon placard, pleine de choses que je m'interdisais de regarder. Des photos d'échographie, le bracelet d'hôpital de Jordan, le ticket de caisse du premier berceau que nous avions acheté ensemble. Assise par terre dans ma chambre avec cette boîte, j'ai pleuré pour la première fois depuis longtemps. Non pas parce que j'étais triste, non pas parce que Jordan me manquait, même si c'était terriblement le cas, mais parce que je me suis enfin autorisée à ressentir tout ce que j'avais refoulé si longtemps. J'avais passé des années à essayer de me faire oublier. J'ai gardé la tête baissée, souri poliment, me mordant la langue chaque fois qu'on me faisait remarquer que j'aurais dû attendre ou qu'un enfant a besoin d'un père. Mais ce jour-là, à la fête prénatale, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement à cause de la lettre. Ce n'était même pas à cause des paroles cruelles de ma mère. C'était le fait de me voir enfin à travers les yeux d'Ellie. Ces mêmes yeux qui ne m'ont jamais vu comme un échec, un fardeau ou quelqu'un à réparer. Il me voyait comme sa maman, celle qui lui avait appris à faire des croque-monsieur, qui vérifiait sous son lit pour s'assurer qu'il n'y avait pas de monstre et qui l'avait soutenu dans les moments difficiles. Et il était fier de moi. C'était suffisant. Les semaines suivantes, je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de ma mère. Elle m'a envoyé un message quelques jours plus tard. C'était inutile. On aurait pu régler ça en privé. Je n'ai pas répondu. Denise n'a jamais repris contact. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ma cousine Kayla, qui avait filmé le moment, m'a écrit « Je voulais juste que tu saches que c'était très fort. Je pense que tu es une maman formidable. » Elle n'était pas la seule. Des personnes avec qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages. Certaines ont partagé leurs propres histoires de parents célibataires ou de familles qui ne les ont jamais acceptées. Une femme que je connaissais à peine, rencontrée par message privé à l'église, m'a dit « Ton petit garçon, c'est une lumière. C'est toi qui as fait ça. » Ça n'a pas effacé la douleur. Ça n'a pas effacé les années que j'avais passées à réclamer la validation de gens qui me la refusaient, mais ça m'a aidé à me libérer de ce besoin. J'ai commencé une thérapie, non pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais enfin construire quelque chose de nouveau, de solide, pour moi, pour Ellie. J'ai aussi commencé à écrire, d'abord un journal intime, puis de courts essais. Je ne savais pas ce que j'en ferais. Peut-être rien. Peut-être tout. Mais mettre la vérité en mots, sans filtre, sans peur, c'était comme récupérer quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu. Et Chiara, elle a appelé une semaine après la douche. Elle pleurait. Elle s'excusait. Elle a dit qu'elle n'avait pas su quoi dire sur le coup et qu'elle se détestait d'être restée silencieuse. Je lui ai dit la vérité. Je n'ai pas besoin que tu me défendes. J'ai besoin que tu arrêtes de te taire. On reconstruit lentement, prudemment, parce que la guérison ne se fait pas en un jour. Il s'agit d'oublier. Il s'agit de choisir qui vous accompagnera lorsque vous décidez d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Alors me voilà, imparfaite, sans fioriture, mais libre. Et quand je regarde Ellie, toute sa vie devant lui, le cœur encore ouvert, je sais ceci, je n'ai pas élevé une erreur. J'ai élevé un miroir. Et quand il m'a défendu, j'ai enfin vu qui j'étais vraiment. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti ignoré invisible ou sous-estimé sachez que vous n'êtes pas seul Parfois, les personnes censées nous aimer le plus sont celles qui essaient de nous rabaisser. Mais votre valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle réside dans votre vérité, votre résilience et dans l'amour que vous donnez et choisissez de garder autour de vous. Si cela vous a parlé, aimez la vidéo pour qu'elle soit visible par un plus grand nombre. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce genre d'histoire aujourd'hui. Commentez ci-dessous. Racontez-moi votre histoire ou dites simplement « Je suis assez » pour que d'autres voient qu'ils ne sont pas seuls non plus. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires authentiques, touchantes et inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous créons un espace où la vérité est une force et où la guérison s'exprime pleinement. Merci d'avoir regardé. Je vous vois. Je vous entends. Et je suis ravie de votre présence. Musique.